Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau thème de retour à l'écran consacré à l'incroyable histoire de la Canon. Toutes celles et ceux qui dans les années 80 et 90 ont arpenté les allées des vidéoclubs à la recherche de séries B bien musclées se souviennent forcément de cette société de production qui enchaîna les succès en salle et surtout sur VHS et qui révéla notamment l'inoubliable Jean-Claude Van Damme. Elle parviendra également à débaucher un temps Sylvester Stallone et relança la carrière de Chuck Norris et Charles Bronson. Durant 2 épisodes, je vais vous raconter la grandeur puis la décadence de cette firme qui tenta aussi de se faire une petite place parmi les grands en collaborant avec Godard, Cassavetes ou Konchalovsky. La Canon qui, malgré la volonté farouche et l'ambition démesurée de ses 2 présidents, ne décollera jamais son étiquette de film à petit budget et finira par disparaître au milieu des années 90. Je reviendrai également plus en détail dans une 3e partie sur certains des films phares du studio. Bienvenue dans l'incroyable histoire de la Canon. Canon Films, the company of the future. Tout commence à la fin des années 40. Le jeune Menahem Globus a 17 ans et vit chez ses parents commerçants à Tibériade, ville de l'État d'Israël, nouvellement créée après le départ des Britanniques. Il rêve de cinéma, mais la première guerre israélo-arabe éclate. En même temps qu'elle alertait l'attention mondiale, la bataille de Palestine a déchaîné les passions arabes. En grande solennité, le roi de Transjordanie, Abdallah, a donné le signal de l'invasion en allant prier à la mosquée pour le succès de ses armes. L'armée transjordanienne a franchi le Jourdain et a vu un jour se découper sur l'horizon les murailles de Jérusalem. Menahem Globus s'engage alors dans l'armée et devient pilote d'avion. C'est à cette époque qu'il décide de changer son nom en Golan par pur patriotisme en hommage au plateau du même nom. Mais sa passion pour le cinéma le rattrape. Il quitte l'armée quelques temps après et s'envole tout d'abord pour Londres où il intègre la Holwick Theatre School dans laquelle il étudie la mise en scène, puis finit sa formation à New York. Il rentre ensuite en Israël et s'installe à Tel Aviv. C'est à ce moment qu'il monte sa société de production Noah Film qu'il inaugure en réalisant son premier film en 1963, El Dorado, un premier film qui fait l'unanimité auprès des critiques locaux et qui rencontre un large succès public. Et c'est à ce moment qu'il reçoit un appel de son oncle. Un jour, mon oncle Shmulik me téléphone. « Menahem, peux-tu aider ton cousin Yoram ? Il refuse d'aller à l'école. Il préfère vendre des tickets à la caisse de mon cinéma. » Alors je lui ai dit, tu sais quoi ? Envoie-le-moi à Tel Aviv et je verrai ce que je peux faire. Son cousin Yoram débarque donc à Tel Aviv et se voit confier par Menahem Golan la gestion financière ainsi que la distribution au sein de Noah Film. Les 2 hommes à la tête de la société ont donc chacun leur rôle. L'argent, c'est Yoram qui s'en occupe, la production, c'est Menahem. Rapidement, ils enchaînent les tournages et deviennent les rois du cinéma israélien. Les films produits par Noah Film remplissent les salles du pays et l'argent coule à flot. Mon Dieu, c'est le public. Les spectateurs qui passent un bon moment, qui rient et qui pleurent, qui sont émus et qui achètent des billets. Ils achètent des billets parce qu'ils veulent voir ton film, raconte Menahem. Le duo voit grand et rêve de conquérir Hollywood. Mais ils peinent à faire distribuer leur production hors du sol israélien. En 1965, une opportunité se présente tout de même à eux. Celle de coproduire un film avec une société américaine que réalisera Menahem lui-même et qui a pour titre La Malle du Caire. Les cousins fondent beaucoup d'espoir dans ce film d'espionnage qui s'inspire des aventures de James Bond, mais malheureusement, leur rêve va vite s'effondrer. La Malle du Caire fait un four. Et les 2 hommes qui avaient investi beaucoup d'argent dans ce projet sont à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. J'ai dû vendre ma maison et j'ai même vendu mon frigo, se rappelle Menahem. Mais croyez-moi, si je devais vendre une nouvelle fois ma maison pour refaire un film, je le ferais. Yoram, qui était jusqu'à présent un employé de Menahem est en effet le seul détenteur de l'intégralité des parts de Noah Film, propose à son cousin de lui en racheter 50% pour sauver la société. Menahem accepte et les 2 hommes reprennent la production de films pour le seul marché israélien. Cet accord renforce leur complicité et le succès est de nouveau au rendez-vous. Ils se complétaient, raconte le fils de Yoram. Même lorsqu'ils parlaient à une 3e personne, ils complétaient mutuellement leurs phrases. C'était un train qu'on ne pouvait pas arrêter. Il n'y a pas de compte entre nous. Il n'y en a jamais eu depuis le premier jour.
Jamais. On est plus que des frères. On va jusqu'à imiter nos signatures sur les chèques, raconte Menahem. C'est en 1978 que leur carrière va connaître un nouveau tournant. Malgré les réticences d'un Menahem au caractère très traditionnaliste, le duo sous l'impulsion de Yoram sort Jukebox, une comédie adolescente assez osée, inspirée cette fois-ci d'American Graffiti de George Lucas et réalisée par l'un de leurs poulains, le réalisateur Boaz Davidson. Si le film fait scandale auprès des critiques, c'est un véritable raz-de-marée dans les salles sur tout le territoire israélien. Le pays compte à cette époque 3,5 millions d'habitants, et c'est plus de 1 300 000 personnes qui vont se précipiter dans les salles pour voir Jukebox. Les cousins se disent alors qu'il y a de très fortes chances que le film puisse attirer également les spectateurs du monde entier. Ils débarquent alors au marché du film de Milan dans l'espoir de vendre Jukebox au marché international. La salle de projection était comble, se souvient Yoram. Et soudain, en plein milieu du film, les gens se sont levés. Je voulais pleurer, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? En Israël, ça a été un tel carton ? Les gens n'aiment pas mon film ici ? Est-ce que je suis devenu fou ? En fait, ils étaient sortis au milieu du film pour acheter le film, pour arriver avant leurs concurrents. Le succès de ce film, sous bien des aspects, a été le pont vers l'Amérique. Menahem et Yoram vont donc enfin pouvoir accomplir leurs rêves. En 1979, ils partent à Los Angeles, bien décidés à prendre leur revanche et à se faire une place définitive à Hollywood. Pour cela, ils vont racheter une petite société de production spécialisée dans les séries B et séries Z. Cette société, c'est la Cannon Film. Cannon Films. The home of high-powered, high-voltage motion picture entertainment. With the screen's biggest spectacles, brightest stars, and boldest lineup of explosive entertainment. We're taking motion picture excitement over the edge, and your box office over the top. Créée à la fin des années 60, la Cannon produit à partir du début des années 70 un nombre conséquent de films érotiques à très petit budget, principalement pour les salles de la 42e rue à New York, spécialisées dans le cinéma d'exploitation. Des films qui coûtent peu mais qui rapportent peu malheureusement. Et dans un marché qui devient de plus en plus concurrentiel à partir du milieu des années 70, la Cannon commence à peiner à monter ses productions, obligée d'augmenter les budgets pour ne pas être distancée. Peine perdue, la société se retrouve finalement en grande difficulté à l'aube des années 80. Les cousins fraîchement débarqués d'Israël vont alors profiter de la situation compliquée de la Cannon pour en faire l'acquisition. Au début, ils ont continué à faire le même genre de films, des films à petit budget avec pas mal de scènes de sexe et d'horreur, raconte l'un de leurs anciens collaborateurs. Menahem se justifiait alors. Je ne saurais que faire avec 30 millions de dollars. Je peux faire 30 films avec cette somme, mais je ne sais que faire de 30 millions pour un seul film. J'aurais l'impression d'être un criminel en dépensant tout cet argent pour un seul film. Tel Harpagon, Yoram et Menahem comptent leurs sous et font fonctionner la société en mode low cost. Tout l'argent qui sort est consacré uniquement à la production des films. Les employés, mal payés, doivent travailler dur au seul et unique profit des cousins. Ils contrôlent tout et décident de tout ensemble et pas toujours de manière très loyale. Gare à celui ou celle qui s'oppose à eux. Soit ils vous gâtaient et vous traitaient comme leur chouchou, soit ils menaçaient de détruire votre carrière, témoigne un ancien salarié. Les Israéliens ont ce tempérament-là. Ils faisaient tout pour obtenir ce qu'ils voulaient. Rapidement là d'enchaîner les films de seconde zone, les deux complices veulent toucher un plus large public et jouer sur un terrain plus prestigieux. Quand je faisais un film qui marchait en Israël, je me trouvais dans une salle bondée et les gens se battaient pour entrer. Je n'ai pas encore vu ça en Amérique. Et je ne le verrai pas de sitôt. Pas tant que je ne ferai pas un vrai film américain auquel ils pourront s'identifier, explique Menahem. Et n'étant pas américain, ce n'est pas facile. Mais j'y arriverai. Au cours de l'année 1980, il se lance alors dans la production de Beamstar, une ambitieuse comédie musicale disco-rock surfant sur le succès du Tommy de Ken Russell que Menahem réalisera lui-même. Ils ont alors la profonde certitude que le film fera un carton. Le BIM, c'est le succès assuré. There ain't no pride, there ain't no shame, there ain't no sympathy, there ain't no blame, there ain't no pleasure, there ain't no pain. Le BIM peut tout vous apporter.
À peine terminé, les cousins présentent fièrement le film au Festival de Montréal, persuadés que cela sera le point de départ d'un énorme succès qui leur vaudra la reconnaissance du public et des critiques d'outre-Atlantique. Mais c'est un fiasco. Les gens jettent sur l'écran le disque de la bande originale distribuée à l'entrée et quittent peu à peu la projection. Aveuglés par leur certitude, les cousins ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient en effet produit un véritable nanar. La consécration, ce ne sera donc pas pour tout de suite. Pour se remettre rapidement en selle, les deux hommes vont reprendre leur bonne vieille recette avec des bons, des méchants, du sexe et de la violence en faisant preuve de toujours plus d'opportunisme. Cela passera notamment par la production de L'amant de Lady Chatterley, qui réunit à nouveau le binôme gagnant d'Emmanuel, Juste Jacquin à la réalisation et Sylvia Kristel en haut de l'affiche. Cela passera aussi par un remake de leur plus grand succès en Israël, Jukebox, qui devient pour les États-Unis The Last American Virgin. Et surtout, Bruce Lee, le seul, le vrai, l'unique, l'immortel dans Le jeu de la mort. En 1981, Menahem veut surfer sur le succès fulgurant des films de Bruce Lee qui cartonnent dans les vidéoclubs. Pour se démarquer de ses homologues italiens qui n'ont aucun scrupule à tout copier, lui choisit de mettre en vedette un ninja, personnage que l'on n'avait encore jamais vu outre-Atlantique. Pour l'incarner, les patrons de la Canon engagent Mike Stone, un spécialiste des arts martiaux qui fut en son temps le garde du corps du producteur de musique Phil Spector. Mais au bout de seulement 3 jours, le tournage est stoppé. Les premiers rushs livrent en effet un constat accablant. Mike Stone ne sait pas jouer et la réalisation assurée par l'obscur Emmett Alston est loin d'être à la hauteur des attentes des cousins israéliens. Menahem vire tout ce petit monde mani militari et décide de mettre lui-même le film en scène. Mais qui va remplacer Mike Stone ? Le temps c'est de l'argent et il faut trouver au plus vite un acteur pour endosser le costume du ninja. Yoram et Menahem profitent du festival de Manille pour approcher l'acteur italien Franco Nero, présent sur place. Il me dit « Écoute Franco, on a besoin de toi. Il faut que tu remplaces Mike Stone. C'est un grand athlète, mais il ne sait pas jouer. Je n'y connaissais rien, je n'avais jamais vu un ninja de ma vie. En plus, le personnage s'appelait Cole et il venait du Texas. C'était problématique parce que je parle avec un accent italien. Et là, il me dit « Ne t'inquiète pas, j'ai pas le temps de trouver quelqu'un d'autre. » Il m'a finalement fait doubler par un Américain qui avait une voix totalement différente de la mienne. Le pari est finalement gagnant, au-delà même des espérances des deux cousins. Séduite par le résultat, la Columbia, l'un des plus grands studios hollywoodiens, signe un partenariat avec la Canon pour distribuer et promouvoir l'implacable ninja. Résultat, les salles font le plein et le film rapporte près de 15 millions de dollars pour le budget d'un petit million. If you take on a ninja, no matter how many you are, be prepared for the consequences. Enter the Ninja from Canon. Le chapitre ninja de l'histoire du studio va logiquement connaître une longue et fructueuse suite dans les années qui suivent. Mais avant cela, les patrons de la Canon vont profiter de ce succès et de leur alliance avec la Columbia pour passer un nouveau cap. En 1982, ils vont en effet racheter les droits d'un Justicier dans la ville, l'un des plus gros cartons de l'année 1974, au producteur Dino De Laurentiis pour en produire la suite. Et c'est la Columbia qui en assurera une nouvelle fois la distribution. Yoram et Menahem ont enfin l'occasion de faire leur premier véritable film hollywoodien avec une vraie vedette, Charles Bronson. Le premier opus avait, rappelons-le, permis à Bronson de connaître enfin la consécration dans son pays après des années à arpenter les plateaux des 4 coins de l'Europe. Call him a mad vigilante. Call him a hero. Either way, he's always on target. We want you to get out of New York. Permanently. Never make a death wish. Because a death wish always comes true. And you get to love it. Menahem prévoit de réaliser cette suite, mais Charles Bronson insiste pour que Michael Winner, réalisateur du premier film, revienne derrière la caméra. Winner, bien connu pour son caractère brutal et son sens de la provoque, accepte aussitôt. Les 3 hommes qui veulent une suite plus violente et putassière s'entendent donc immédiatement à merveille sur la direction à donner au film en poussant les curseurs à fond. Ils font appel à moi pour les explosions, les viols et les meurtres, alors que je suis un homme charmant. À sa sortie, pas de surprise. Le second opus des aventures de Paul Kersey déchaîne les critiques qui jugent le film consternant et moralement dégueulasse. Mais ces critiques n'auront aucun impact sur les recettes, le public répondant tout de même présent. Un Justicier dans la ville numéro 2 parvient au final à encaisser plus de 18 millions de dollars de recettes. Charles Bronson. Goodbye. Death Wish 2.
He's doing it for you. À la suite de ce succès et en vue de produire d'autres séquelles des aventures du Justicier, les cousins font logiquement signer à Bronson un contrat de plusieurs films. Entre Bronson et les ninjas, la Cannon tient là 2 usines à cash qui vont leur permettre de grandir encore en devenant partiellement indépendants. Partiellement car leur alliance avec la Columbia se terminant, les cousins vont tout de même signer un nouveau partenariat avec la MGM cette fois-ci pour la distribution d'une partie de leur catalogue. À cette époque, la MGM est au plus mal. Et cette dernière pense que cette alliance avec le petit studio qui monte va leur permettre de sortir la tête de l'eau. Soucieuse de son image, la MGM va tout de même demander à la Cannon de leur proposer, en plus de leurs séries B habituelles qui ont l'avantage de faire rentrer facilement du cash, des films différents et plus prestigieux. Au milieu de films d'action de qualité plus que moyenne comme Le Justicier de minuit avec Charles Bronson, Ultime Violence, la suite de L'Implacable Ninja, ou Hercule, le péplum nanardo fantastique avec Lou Ferrigno, la Cannon va donc mettre en chantier toute une série de longs métrages de genres totalement différents. Le premier, c'est Break-In. Les 2 cousins veulent profiter de la mode naissante du breakdance pour sortir au plus vite un film autour de cette danse. On s'est dit, on va faire ce film, et on va le faire vite. Car si on ne le fait pas rapidement, d'autres le feront à notre place. Comment pouvons-nous le faire vite ? Avec des Israéliens, raconte Yoram. Ils font alors appel à l'un de leurs vieux complices, le réalisateur Joel Silberg, pour le mettre en scène. Mon téléphone a sonné à 2h du matin. On ne s'était pas parlé depuis des années. J'aurais pensé entendre « Pardon, je te réveille ». Pas du tout. La première phrase de Menahem a été « Joel, tu connais le breakdance ?» Je lui dis « Tu parles de ces types qui dansent sur leur tête ?»« Oui, c'est ça. Saute dans un avion et viens. » Silberg débarque donc à Los Angeles pour démarrer dans la foulée le tournage, sans aucune préparation et surtout sans aucun scénario. Le film doit en effet sortir impérativement avant un autre long métrage, Beat Street, également sur le breakdance, produit lui par la société Orion. Silberg n'a donc que 12 semaines pour boucler son film. Menahem a eu ces mots, « Battons Beat Street ». C'était une course contre la montre pour faire le premier film sur le breakdance. La Cannon obtient un premier avantage sur son concurrent, celui d'avoir réussi à débaucher les 2 meilleurs danseurs de breakdance pour incarner les héros du film, ce qui devrait déjà leur assurer la présence de la communauté des fans dans les salles. Silberg parvient à terminer le film dans les temps, qui est projeté au pont de la MGM. Ces derniers sont plus que sceptiques devant le résultat, mais pas le temps de le retoucher. Alors Yoram passe un deal avec eux. Alors je leur ai dit, vous savez quoi ? Je vous garantis la distribution. Si vous perdez de l'argent à cause de la distribution, je paierai. Ils ont dit, haha, d'accord, mais tu prendras la moitié de tes pourcentages. Le film sort en mai 1984 aux USA, soit un mois avant son concurrent, et c'est un gigantesque succès. Break-In encaisse plus de 100 millions de dollars de recettes pour un budget de 1,2 million. Son concurrent, lui, en remportera 10 fois moins. Si les recettes de Break-In sont plus que satisfaisantes malgré la qualité discutable du film, la MGM attend toujours le film à grand spectacle qu'elle a réclamé à la Cannon. Menahem et Yoram vont alors dégainer Sahara avec Brooke Shields en tête d'affiche. Un film d'aventure produit pour 25 millions de dollars, la plus grosse somme dépensée jusque-là par la Cannon. Les cousins s'assurent la présence d'Andrew McLaglen derrière la caméra, un solide artisan britannique à qui l'on doit notamment Les Oies Sauvages, film dont je vous avais déjà parlé dans un précédent épisode. Brooke Shields est alors une véritable star, et tous les voyants sont au vert pour un succès assuré. The romantic adventure of the year. Brooke Shields, Lambert Wilson, Sahara. Menahem s'emballe à tel point qu'il voit le film et son interprète remporter un Oscar. Malheureusement, à cause d'un scénario débile et fourre-tout, et d'une actrice pas vraiment crédible en Belle du désert, le film déçoit la MGM qui le trouve carrément nul. Et elle a vu juste. Le film sort en salle en mars 1984 et c'est un véritable flop, ne rapportant qu'un peu plus d'1 million de recettes. Menahem aimait mélanger des concepts totalement incompatibles. Tel Frankenstein, il piochait des idées dans plein de films et le résultat était monstrueux, raconte l'un de ses anciens collaborateurs. Les autres expériences ne donneront pas plus de satisfaction à la MGM, notamment le 3e opus de la saga des ninjas. Un opus totalement improbable mixant arts martiaux, aérobic et possession, qui fera lui aussi un flop.
Autre gadin, la suite totalement ratée de Breakin, qui rompt avec l'univers du premier film et qui fera fuir les fans de breakdance. Mais c'est surtout Bolero, un film érotique mettant en scène la sculpturale Bo Derek et réalisé par son mari, qui va sceller le sort de l'alliance entre la Cannon et la MGM. Un long métrage jugé affligeant par les deux studios, que Menahem va tout de même tenter de sauver avec des méthodes bien à lui. On a commencé à recevoir des lettres de Menahem disant que le film n'était pas assez chaud, raconte Bo Derek. Mais c'était déjà très limite. Il y avait déjà suffisamment de scènes d'amour et des scènes de nu. Je suis allé montrer le film à Frankie Ablance, le patron de la MGM, et je lui ai dit « C'est compliqué avec Menahem, il veut un film plus chaud, alors qu'il est déjà assez chaud comme ça. » Ablance lui répond que même en l'état, le film est extrêmement mauvais. Bo Derek stars as an international adventurous in the film that shocked America, Bolero. It's an experience you'll never forget. Face à ce fiasco, Menahem Golan organise une conférence de presse avant même la sortie du film, et s'en prend au couple Derek, accusé de n'avoir voulu en faire qu'à leur tête. Sans surprise, Bolero devient la risée des critiques et des quelques spectateurs qui se sont déplacés en salle pour voir cet ovni. La MGM rompt définitivement son contrat avec la Cannon à la fin de l'année 1984, lassée par les méthodes de Menahem et lassée surtout de ne distribuer que des navets selon elle. Des échecs et une rupture qui ne vont bien évidemment pas bousculer les certitudes de Yoram et Menahem, qui traînent désormais une terrible réputation à Hollywood. Les célèbres critiques Gene Siskel et Robert Ebert estiment que Menahem Golan et Yoram Goebbels n'ont que faire du cinéma. Ils sont juste là pour faire du business. Ce sont des vendeurs de tapis. À ce jour, ils n'ont pas produit ce que j'appellerais un vrai bon film. Ils ne respectent pas les règles du jeu hollywoodien. Ce sont des hommes pragmatiques qui font des films comme on les fait chez eux. Et surtout pas comme les Américains. Menahem se justifie. À Hollywood, on passe plus de temps à bavasser qu'à tourner. Nous, on tourne beaucoup de films et on est connus pour ça. Certains de nos films sont meilleurs que d'autres, mais on est productif. Les autres studios avaient de longs processus de développement de scénario. Parfois 20 versions qui finalement donnaient lieu à un meilleur script, ou alors on rentrait dans l'enfer du développement. Et le film ne se faisait jamais. Avec Cannon, tu avais directement un oui ou un non, et tu tournais dans la foulée. Si les deux hommes ne vont pas vraiment chercher à s'adapter au système hollywoodien, Menahem et Yoram vont tout de même devoir trouver une solution pour faire revenir le public dans les salles après une belle série d'échecs. Charles Bronson ne peut en effet pas assurer seul les recettes du studio. C'est là qu'un certain Chuck Norris vient frapper à la porte de la Cannon. Lassé de jouer les karatékas, il veut se spécialiser dans le film d'action. Menahem, pas vraiment convaincu par les talents d'acteur de Norris, se laisse tout de même convaincre par le producteur Lance Hull, un ami de Chuck, de faire signer un contrat de 5 films au célèbre karatéka moustachu. Pour rassurer la Cannon, Hull tournera lui-même le premier film qui aura pour cadre la guerre du Vietnam. On voulait mettre ses talents à profit. C'est la première fois qu'un film de guerre avec explosion et fusillade comportait des arts martiaux, explique l'un des cadres de la Cannon. Avant même la sortie du film, Menahem Golan, sentant tout de même l'affaire juteuse arriver, décide de mettre en chantier la suite qui sera cette fois mise en scène par le réalisateur Joseph Zito, à qui l'on doit notamment le meilleur épisode de la saga Vendredi 13. Les deux films achevés, Menahem est perplexe. S'il trouve le premier film de Hull moyen, sa suite est à ses yeux largement meilleure. Il décide alors de tenter un pari, celui d'inverser les films. Le long métrage de Zito devient donc Portée disparue numéro 1, et celui de Hull, le 2. Vietnam, 1984. Le colonel James Braddock, ancien héros de l'armée américaine, ex-prisonnier de guerre. Un homme qui ne peut oublier ses anciens compagnons, détenus dans la jungle indochinoise. Pour James Braddock, la guerre sera terminée quand le dernier soldat américain sera de retour. Chuck Norris, portée disparue. Le pari d'inverser les deux films est finalement gagnant. Le Portée disparue signé Joseph Zito remplit les salles et permet à la Cannon de toucher le jackpot. 25 millions de dollars pour une mise de départ d'à peine 2 millions. Si la suite sortie en mars 85, soit 5 mois après le premier opus, ne rencontre pas le même succès, les recettes restent très satisfaisantes pour les deux cousins. Après Charles Bronson, Chuck Norris devient donc la seconde poule aux œufs d'or du studio. Je pense que le public va voir mes films grâce à une certaine dose de frustration. Bien que ce soit des films distrayants qui ne reflètent pas forcément la réalité,
Lorsqu'ils quittent la salle, ils éprouvent un soulagement, même si ce n'est que du cinéma. Ils sortent du cinéma avec un sentiment plus positif que lorsqu'ils y sont entrés, parce que les bons ont battu les méchants. Pas la peine donc de se casser la tête, la formule simple des bons qui terrassent les méchants reste définitivement la plus efficace pour faire rentrer facilement de l'argent. Pensant que le film de ninja a encore un avenir malgré l'échec de l'improbable Ninja 3, Menahem propose alors à Chuck Norris d'endosser à son tour le costume du shinobi. Il est en effet le candidat idéal pour relancer ce sous-genre et créer une nouvelle franchise. Mais le deal ne se fait pas, Norris refuse d'être masqué. Un refus qui n'enterre pas le projet de la Canon qui va auditionner près de 400 candidats pour trouver son nouveau ninja. Jusqu'au jour où se présente le jeune Michael Dudikoff. Menahem et le réalisateur Sam Firstenberg, en charge de réaliser ce nouveau film de ninja, n'ont aucun doute. Ce sera lui. Avant même la fin du tournage, on savait déjà que Dudikoff allait crever l'écran. Menahem a même dit que Dudikoff allait devenir le nouveau James Dean. American Ninja. Le public est lui aussi séduit, et American Warrior finit par rapporter plus de 10 fois sa mise. Dudikoff intègre donc l'écurie Canon aux côtés de Papy Bronson et de l'increvable Chuck. 3 héros qui vont permettre au studio de s'assurer de belles rentes. Mais ils ne permettront assurément pas à la Canon de décrocher un Oscar, le Graal tant convoité par Menahem. And the Oscar goes to... Pour poursuivre cette quête à la fameuse statuette, la Canon va alors ouvrir ses portes à des auteurs reconnus, mais qui peinent en ce milieu des années 80 à trouver un producteur. Les réalisateurs du nouvel Hollywood qui ont permis au cinéma américain de prendre un nouvel élan après une crise majeure au début des années 70 sont pour certains devenus depuis persona non grata, surtout depuis l'échec majeur des Portes du Paradis de Michael Cimino en 1980. Parmi les grands auteurs qui éprouvent désormais les plus grandes difficultés à monter un projet, il y a John Cassavetes. Le metteur en scène de Opening Night a depuis quelques années dû en effet retourner au théâtre, faute de pouvoir justement continuer à exercer son métier de réalisateur de films. La Canon va lui permettre de faire naître celui qui sera considéré comme l'un de ses meilleurs films, Love Streams. Si les relations entre John Cassavetes et Menahem Golan vont s'avérer compliquées, ce dernier laisse toute la liberté nécessaire au réalisateur pour faire le film qu'il a en tête. Pour la première fois, la Canon n'intervient pas sur la création du film, raconte Al Ruban, le chef opérateur de Love Streams. Ils n'en avaient surtout pas intérêt, car ils auraient perdu John dans la minute. Si le film n'est finalement pas en course pour un Oscar, il obtient tout de même l'Ours d'Or, la récompense suprême au Festival de Berlin. Une première étape qui va inciter Menahem à faire appel à d'autres auteurs, comme le réalisateur russe Andrei Konchalovsky. Je crois que c'est Tom Pollock, l'ancien patron d'Universal, qui m'a présenté Menahem dans un bar. Il lui a dit « Tu devrais parler à ce jeune homme ». Et Menahem m'a dit « Viens demain dans ma chambre ». Je suis donc allé dans sa chambre d'hôtel. Il était en slip, en train de se raser. Il m'a dit alors ok, raconte-moi ton histoire. J'ai commencé à lui raconter l'histoire que j'avais en tête. J'ai improvisé une histoire russe, que j'avais déplacée quelque part en Yougoslavie. Mais il m'a vite interrompu, en me disant « Mets cette histoire en Amérique et on en fera quelque chose. Réfléchis et reviens me voir. » Avant même de boire mon café, j'avais déjà compris que je devais me plier à sa volonté si je voulais faire un film. C'est ce que Konchalovsky fera, et c'est ce qui lui permettra de tourner Maria's Lover avec Natasha Kinski. Si le film reçoit des critiques positives, il ne sera pas lui non plus en lice pour les Oscars. Les cousins vont alors se tourner vers le réalisateur italien Franco Zeffirelli, qui tournera pour eux une adaptation de Othello. Plus inattendu, ils se tourneront également vers Jean-Luc Godard pour une autre adaptation, celle du Roi Lear. La collaboration improbable entre Godard et la Canon va justement commencer de la plus improbable des façons. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Bonjour monsieur Godard ». La première question que je lui ai posée c'est « Que voulez-vous faire avec la Canon ?» Et il a répondu « Qu'est-ce que vous voulez faire avec Godard ?» Et je lui ai dit « Faisons un film ». Dans la foulée, Menahem et Godard dînent ensemble. Godard propose alors à Golan une adaptation de la pièce de Shakespeare. Ce dernier est d'accord et à la fin du repas, il rédige le contrat directement sur la nappe de la table qu'il fait signer au réalisateur suisse. On n'avait pas de papier mais seulement cette nappe. Mais j'ai obtenu la signature de Jean-Luc Godard. Je crois en ce projet, je suis sûr que ce sera un film génial. Quelle ne fut pas la surprise de la Canon quand elle découvre le résultat. Un film invraisemblable, tourné n'importe comment, que Menahem va prendre comme un véritable affront personnel. Un ratage complet qui n'empêchera pourtant pas le film d'être sélectionné au Festival de Cannes, tout comme le sera le Othello de Zeffirelli ou Runaway Train, seconde collaboration entre la Canon et Andrei Konchalovsky.
Si les portes des Oscars restent fermées pour la Cannon, celles du plus grand festival de cinéma au monde s'ouvrent en grand pour Menahem et Yoram, qui vont surtout profiter du marché international du film pour étendre leur business. C'est la fin de cette première partie de l'incroyable histoire de la Cannon. Dans la seconde partie, je poursuivrai le récit de l'ascension du studio, puis de sa chute au milieu des années 90. Je vous raconterai également comment Menahem Golan a découvert Jean-Claude Van Damme et comment ce même Menahem a réussi à débaucher Sylvester Stallone. A très vite pour la suite de l'incroyable histoire de la Cannon. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.